messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire avec Kibambi Chitois. Sans passer au vote, le projet de loi électorale renvoyé à la commission PAJ du Sénat pour le toilettage. Les détails dans ce journal. Acheter sa Visiette devient un véritable parcours du combattant pour les propriétaires des véhicules et motos. Nombreux sont ceux qui passent depuis lundi des journées entières loin de leur lieu de travail pour obtenir ce précieux sésame. L'hôtel de ville ne manquera pas de se montrer plus compréhensif à l'endroit des automobilistes, c'est du moins ceux que souhaitent les intéressés. Invité du journal, Mardoché Kazenga Kamanda, président de l'association des anciens diplômés du IEC Kinshasa. Avec lui, nous évoquerons le 50e anniversaire de cette institution. Merci de continuer à nous suivre, vous aurez toujours raison. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est attendu en RDC cette semaine pour assister à la cérémonie d'hommage aux casques bleus tués à Béni. Jean-Jacques Lacroix rencontrera à cette occasion les soldats de la paix blessés ainsi que le personnel de la MONUSCO. Il leur rendra de vive voix, il leur dira de vive voix plus exactement ses remerciements ou les remerciements plus exactement des Nations Unies. Ils se rendront ensuite à Dar es Salaam, en Tanzanie, le 15 décembre, pour exprimer personnellement au peuple et au gouvernement tanzanien sa profonde gratitude pour les sacrifices consentis par leurs hommes et femmes pour le rétablissement de la paix en RDC. La loi électorale révisée a été renvoyée à la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement pour une étude approfondie. C'est après les réponses du ministre de l'Intérieur aux différentes préoccupations soulevées lundi par les sénateurs. Félix Ilunga, Eric Alambaye. La loi électorale doit être votée avant le 15 décembre pour éviter les conséquences négatives sur le processus électoral. C'est le vœu du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, qui croit s'être mis d'accord avec les sénateurs. Il redoute un nouveau report des élections si cette loi n'est pas adoptée au cours de cette session parlementaire. Parce que si on reporte l'examen de ce texte à la session de mars, ça va encore nous amener à reporter indéfiniment les élections. C'est dangereux. Il faut que le Sénat l'adopte pendant ces 2 jours. Ils vont faire des navettes, il y aura la parité, mais nous voulons que cette loi, qui est importante, soit votée en des termes identiques entre les chambres pour aller aux élections sans suspicion. Et je crois que les explications que nous avons données à la Chambre haute ont touché les sénateurs. Ils vont agir en toute responsabilité parce que demander qu'on examine ces projets de loi à la session de mars, ça signifie qu'on va encore reporter les élections parce que la CENI a déjà donné son calendrier. L'accord a dit qu'il faut rationaliser la vie politique et le processus électoral. Au 30 décembre, on devait déjà adopter ce texte. Au 15 décembre, au 30 novembre, adoption. 15 décembre, promulgation. Il faut aller vite pour que nous puissions aller aux élections. Hier lundi, bien avant la séance plénière au Sénat consacrée à l'examen de projets de loi électorale, les députés de l'opposition accompagnés des militants de leur parti politique ont organisé une marche de protestation contre cette loi. La police est intervenue pour remettre de l'ordre. Rachel Kitita, Eric Kalambaye. Ils ont bravé la pluie pour dire non à la loi électorale et appeler les sénateurs qui la relisent en seconde lecture de ne pas l'adopter telle qu'elle a été à l'Assemblée nationale. De l'avenue de l'Enseignement jusqu'au Palais du Peuple, accompagnés des militants, les députés nationaux de l'opposition ne lâchent pas prise. Ils s'opposent aux innovations contenues dans la loi modifiée, notamment le seuil de représentativité, la machine à voter ou encore la caution électorale. Si à l'Assemblée nationale leur voix n'a pas été entendue, c'est désormais vers les sénateurs qu'ils se tournent. C'est un
un signe que nous venons d'envoyer à ces pouvoirs, à la majorité présidentielle, que le Congo nous appartient à tous. Nous sommes sortis de plusieurs guerres, nous voulons accéder au poste de responsabilité par les élections. On n'acceptera jamais des élections plutocratiques dans ces pays, et même leur foutue machine à voter. On va se battre jusqu'au bout pour que la démocratie soit respectée. Le Congo appartient aux Congolais, les Congolais n'ont qu'un seul pays. Nous n'avons que ce pays, on n'a pas un autre, et on va se battre pour les libérer. D'abord, c'est pour montrer que la liberté de manifester est une liberté qui se fait observer. Viva! 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 C'est en principe ce mardi, après débat, que le projet de loi modifiant la loi électorale doit être adopté article par les élus des élus. Eh bien, pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier le projet de loi d'habilitation présenté par le ministre de la décentralisation. Cette loi va permettre au gouvernement de légiférer pendant 3 mois alors que les parlementaires seront en vacances. Rachel Kitita. C'est le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, qui a présenté le projet de loi portant habilitation du gouvernement en remplacement du Premier ministre empêché. Il s'agit des mesures qui touchent à la réduction du nombre des produits d'accise et le réajustement de taux de droit d'accise, les taxes et redevances du pouvoir central. Au regard des contraintes de l'agenda du Parlement qui sera en vacances le 15 décembre prochain et vu l'urgence d'engager les réformes, il s'avère impérieux, selon Azarias Rouberois, que le Parlement habilite le gouvernement à prendre par ordonnance pendant un délai de 3 mois des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Le gouvernement qui est concepteur du programme, lorsqu'il arrive en état comme celui-ci et de tout l'État, ça fait d'ailleurs partie de notre coutume constitutionnelle depuis le temps les plus anciens, il sollicite, selon la Constitution, la loi qui l'habilite à légiférer. Et seulement cette législation temporaire et même alors provisoire, parce qu'elle est suivie de la ratification sans laquelle toutes ces lois tombent caduques. Donc, c'est un pouvoir momentané que l'Assemblée cède au gouvernement, compte tenu des urgences, mais qui récupère aussitôt après pour ratifier ou non. Le jour où l'Assemblée nationale dit je refuse de ratifier, ces lois tombent caduques. Donc, vous gardez absolument tout le pouvoir entre vous-mêmes. Outre les domaines fiscaux, la loi d'habilitation couvre les domaines forestiers, énergétiques, environnementaux et agricoles, cela conformément à l'article 129 de la loi fondamentale. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante séjourne depuis hier dans la province du Haut-Uélé. Le séjour de Norbert Bassengezi entre dans le cadre de la vulgarisation du calendrier électoral. Reportage. À l'aéroport international d'Iziro Matari, le vice-président de la CENI a été accueilli par le vice-gouverneur de province, le ministre provincial de l'Intérieur, le secrétaire exécutif de la CENI Haut-Uélé, mais aussi du personnel de la CENI. Norbert Bassengezi s'est d'abord dirigé sur le chantier du bureau de scène du Haut-Uélé en construction qui devra entretenir un entrepôt de 300 mètres carrés, une partie administrative, mais également des logements pour agents de la CENI. Après constat, le vice-président de la CENI s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Norbert Bassengezi a aussi prié l'équipe technique de finir le plus tôt les travaux pour doter la CENI de ses propres installations à Iziro. Puis, Norbert Bassengezi a conduit une séance de travail dans le bureau de la CENI Haut-Uélé avec les agents et cadres. Il les a expliqué l'objectif de sa mission qui consiste à vulgariser le calendrier électoral, la loi électorale, mais aussi la loi sur la répartition des sièges. Il est prévu à Iziro un cadre de concertation sur le processus électoral.
Et puis l'Union européenne appelle tous les acteurs politiques congolais à s'engager au respect du calendrier électoral qui doit permettre de sortir la RDC de la crise. Et elle souligne également l'urgence de la mise en œuvre intégrale par le gouvernement de l'ensemble de mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Elle condamne enfin des violations de droits de l'homme, des actes de harcèlement à l'encontre des acteurs politiques de l'opposition, des représentants des médias et de la société civile, ainsi qu'à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. C'est une citation. Joint par le magazine Panafricain Jeune Afrique, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du chef de l'État, a réagi en ce qui concerne la décrispation et dit que les autorités congolaises ont fait des avancées. Je cite, nous libérons des soi-disant prisonniers politiques, mais l'Union européenne en trouve toujours d'autres. Fin de citation. Anita Louamba, vous avez la suite de ce journal. Avec vous, nous allons évoquer la mobilisation des membres du PPRD à l'inauguration du bâtiment du gouvernement, l'annonce de la conférence du tourisme qui aura lieu à Kinshasa, en passant par l'engouement dans les points de vente de la vignette. Mais commençons d'abord par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Là-bas, on s'empoigne. Le congrès de l'UDPS El Tibala a vécu sans surprise. Le Premier ministre a été élu président succédant, dit-on, à feu Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas la première dissidence que connaît le parti de l'opposition secoué en 36 ans d'existence par des départs de ses hauts cadres historiques. Rappel avec Mouine Mourumfel. Bruno Tshibala, élu président de l'UDPS en succession d'Étienne Tshisekedi. Le fait est à première vue surprenant, voire même surréaliste. En réalité, le parti créé il y a bientôt 36 ans par 13 anciens caciques du mouvement populaire de la Révolution a connu beaucoup de soubresauts, marqués par des dissidences et autres revirements qui, au fil des années, ont fini par réduire un parti à l'origine d'essence nationale à un regroupement tribal autour d'Étienne Tshisekedi de son vivant. À tort ou à raison, l'homme de l'Imité a toujours soutenu que l'UDPS ne pouvait empêcher quiconque d'exprimer ses opinions au nom de la démocratie. Pourtant, le départ tonitruant du professeur Marcel Yaou, qui laissera à la postérité l'expression de coterie tribale, sonnait le glas d'une unité de façade d'un parti résolument confisqué au long des années par une configuration de moins en moins à caractère national. Ainsi, en 1993, Faustin Birindois, tiraillé entre la réelle politique et une forme de sujétion à un parti versé dans le culte de la personnalité, accède à la primature contre l'avis des fanatiques qui avaient fait du poste de Premier ministre la chasse gardée de Tshisekedi. L'UDPS s'engage sur une pente descendante qui verra le départ d'un autre monument en la personne de Frédéric Kibasa Maliba, qui s'en ira fonder une autre aile du parti, sans compter que bien avant lui, Ngalula Pandangila, le véritable rédacteur de la fameuse lettre des 13 parlementaires, avait été le premier à pressentir les déviances du parti sous la direction de Tshisekedi. Bruno Tshibala, quoique jeune militant à l'époque, avait vécu tous les hauts et les bas de la marche d'un parti qui, donné à l'origine pour une machine politique à vocation nationale, en est venu à tomber dans les travers d'une organisation héréditaire. Et bien avant lui, Sami Badibanga, donné également pour auto-exclu, avait fait les frais d'une diabolisation à outrance. Officiellement, il se compte dorénavant 3 UDPS, sans compter d'autres groupuscules qui évoluent en électrons libres et se réclament du véritable noyau de l'UDPS originel. Le fait n'est pas l'apanage de l'UDPS. La classe politique est ainsi faite que l'apparition d'un courant de pensée interne et contradictoire est aussitôt assimilée à un débauchage commandité par le pouvoir. À la commission électorale de défaire le nœud gordien quand le moment sera venu d'enregistrer les candidatures aux futures échéances électorales. Le combat ne fait que commencer. Plusieurs personnalités ont assisté lundi à l'inauguration d'un nouveau bâtiment du gouvernement, mais à côté, le parti politique de la majorité est représenté par quelques militants. Au nombre de partis qui ont mobilisé le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Rachel Kitita et Luc Kyungo.
Très forte mobilisation des militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à l'occasion de l'inauguration officielle du bâtiment administratif du gouvernement par le président de la République. Ils ont tenu à marquer de leur présence à cette grandiose manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la révolution prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Un soutien traduit par des chants et danses, des inconditionnels du parti présidentiel, piloté par son secrétaire général, Henri Mova Sakani. De la République. Cette force mobilisation est une autre façon pour les militants du PPRD d'exprimer leur adhésion et soutien aux actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Le tout sous l'impulsion du président de la République. Le PPRD entend ainsi soutenir toutes les actions du gouvernement, ce gouvernement qui matérialise la vision d'un Congo moderne. Les propriétaires des véhicules et motos se précipitent pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Ils envahissent le point de vente des vignettes installées à travers la ville de Kinshasa. Malheureusement, ils sont butés à la lenteur de services mis en place par l'hôtel de ville. Nos reporters se sont rendus ce matin à l'agence des Kintambo. Reportage. Si bon nombre des propriétaires des automobiles veulent s'acquitter de leurs devoirs civiques en payant la vignette, les conditions d'accès posent problème. Plusieurs d'entre eux se plaignent de la lenteur observée dans ce service. Mais il y a beaucoup de gens, mais c'est vraiment trop lent. On nous a dit de repasser encore aujourd'hui, mais même aujourd'hui les gens sont là très nombreux. Je ne sais pas, il fallait prolonger les délais parce qu'on nous a communiqué 2 jours avant. Alors il y a beaucoup de gens ici, des milliers de personnes. C'est vraiment difficile. C'est que j'étais hier soir, donc à partir de 8 heures. J'ai fait toute la journée, c'était très difficile de prendre ça. J'ai laissé mon nom à partir de 18 heures que j'ai quitté ici. Et je suis revenu à 6 heures. J'ai pris maintenant vers 11 heures, 11h30 que j'ai pris la vignette. Mais c'était vraiment difficile. Depuis 8 heures, il y a une liste. Mais liste en haut, et tambola pété. Et puis, mais ça, il y a 2 personnes dans ça. Si 350 personnes, c'est compliqué. Les banques qui n'ont pas de vignette, et puis, organisation pour mes athées. Cependant, d'autres propriétaires de véhicules et motos accusent les agents de la DGRK de monnayer le service. Face à toutes ces difficultés, il propose à ce qu'il y ait multiplication de points de vente à travers la ville et que le délai soit prolongé afin de permettre à tout le monde de se procurer la vignette avant le recouvrement forcé annoncé par les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa. Kinshasa va abriter du 14 au 16 décembre un événement touristique dénommé Tokende Africa. Cette rencontre de 3 jours qui aura lieu au Collège Boboto vise à promouvoir le tourisme en Afrique. C'est le chargé de marketing de la structure qui l'a annoncé dans une interview accordée à nos reporters Myrthe Ekouba et Eric Ndongala. Tokende Africa, un événement qui a pour but de redorer l'image de l'Afrique à travers le secteur du tourisme. Conférences, ateliers et débats animés par les professionnels du tourisme sont au programme de ces assises de 3 jours. D'abord, Tokende Africa, qui vient du mot Tokende, allons-y, let's go. C'est une activité qui pousse à ce que les gens puissent avoir un œil un peu plus sur le tourisme. Et le but dont vous êtes en train de vouloir comprendre, c'est de pouvoir créer une zone d'affaires entre diverses entités touristiques, à savoir les ambassades, le gouvernement aussi, par le biais du ministère du Tourisme, les ambassades, les hôtels, les sites touristiques,
pour les mettre un peu plus en exergue sur une activité à l'unisson qui va tous les regrouper dans des conférences, dans des ateliers et dans une journée qu'on appellera 100% tradition africaine, pour donner un grand intérêt à la population, au milieu touristique, car nous disons que le tourisme est le meilleur business qui peut arriver à un État. Mode, gastronomie, musique et danse traditionnelle seront également au programme de cette édition. Notre invité maintenant, il s'agit, je vous le disais, de M. Mardoché Kazenga Kamanda. Vous me corrigez si j'ai mal prononcé. C'est bien prononcé? C'est bien prononcé, c'est ça bien prononcé. Vous êtes président, vous êtes d'abord enseignant à l'ISC. Vous êtes également président de l'association des anciens diplômés de l'ISC, Kinshasa. Alors, avec vous, on va parler du 50e anniversaire de cette institution. Au cours des festivités, que prévoit le programme? Le programme prévoit des jours. Donc, je commence par vous remercier pour l'invitation. Prévoit des jours. Donc, vendredi le 15 décembre, c'est l'ouverture solennelle par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et ces jours-là, nous aurons des activités récréatives, des activités scientifiques, culturelles, pour marquer l'ouverture. Les seconds jours, donc samedi le 16, c'est une journée purement scientifique, parce que nous sommes dans un milieu académique. Nous allons parler des conférences qui seront animées par les anciens diplômés de l'ISC. Et également, nous aurons le même vendredi une séance de remise des diplômes de mérite aux anciens diplômés de l'ISC qui se sont distingués soit dans le domaine des affaires, soit dans le domaine politique, soit dans le domaine de la gestion qui est d'abord notre métier. Vous me passez une question. Pouvez-vous nous citer 5 personnes parmi ces personnalités qui se sont véritablement distinguées au cours, après leurs études à l'ISC? 5 personnalités connues. 5 personnalités, ils sont nombreux, mais je vous cite 5 comme vous voulez. Je vous cite le professeur Mbangala, l'actuel DG de l'ISC. Il est un fils ISC, terminé dans les années 83, pendant votre époque trop brillante, là, que tout le monde vous suivait. M. Kibambe Chitoa, il a terminé à l'ISC, il est allé à Liège où il a distingué énormément, retenu professeur à Liège, il a enseigné à Liège, il a mené la réforme au Cameroun, la réforme au Bénin, dans le domaine de l'enseignement. Je vous ai dit de citer, mais pas de commenter. Hein. Ok, merci beaucoup. Je cite également, dans le domaine des affaires, je cite des données, les patrons de Checotrans. Je peux citer dans le domaine des managers, je peux citer Maurice Chikouya de l'INPP. Je peux citer Abdallah qui est dans la RIVEA. Je peux citer son Excellence le ministre de l'Industrie, Marcel. Je peux citer également, pour terminer, le ministre d'État, Modeste Bahati Lokwebo. Ah, il a commencé par là. Il a commencé par là. Très bien. Alors, il fut un temps quand même, on ne parlait pas combien de l'ISC, c'est un euphémisme d'ailleurs. Hein. Des étudiants turbulents, des filles très peu, 3 points de suspension. Je dirais que ce n'est pas l'apanage de l'ISC, non. Il dit non. C'est vrai qu'à un moment donné, l'enseignement supérieur et universitaire, même dans le domaine privé, a connu quelques problèmes depuis un certain temps. Mais il y a restauration. Et cette restauration, au niveau de l'ISC, on peut déjà remarquer. C'est vraiment palpable. Pourquoi je dis que c'est palpable? Parce que d'abord, au niveau de la gestion, il y a la modernisation de la gestion, de gouvernance à l'ISC. Au niveau des étudiants,
il y a l'amélioration de la qualité de la formation au niveau des enseignants, il y a l'amélioration des conditions de travail. Et aujourd'hui, l'IEC, assurément, si vous arrivez, ce n'est pas l'IEC que vous avez connu il y a 4-5 ans. Quand vous parlez d'amélioration de conditions de travail, ça veut dire? Quand je dis l'amélioration des conditions de travail, donc les professeurs à l'IEC, les corps académiques, les corps scientifiques travaillent maintenant dans de bonnes conditions de travail. Vous verrez qu'ils ont des bureaux où ils peuvent recevoir, où ils peuvent réfléchir pour écrire, pour publier des ouvrages scientifiques. Quand il pleut dans les auditoires, qu'est-ce qu'on peut déplorer? Ça c'est du triste mémoire, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À l'IEC, le nouveau comité de gestion a essayé de curer tous les collecteurs. Vous verrez qu'il n'y a plus d'eau qui stagne à l'IEC, même sur les avenues. Venez y voir. Je ne fais pas beaucoup de commentaires. Je vous invite à faire mes documentaires sur ça, vous verrez. Bon, donnez-moi 3 raisons qui peuvent pousser un parent de recommander à son fils l'Institut. Et ça, je peux être un peu éloquent là-dessus. Je dirais qu'aucun parent responsable aujourd'hui ne peut hésiter un seul instant, et je le souligne bien, un seul instant d'envoyer son enfant à l'IEC. Pour la simple raison, 1, l'amélioration de la qualité de la formation. Ça, c'est indiscutable. S'il y a amélioration, c'est qu'il y avait déclin. Mais c'est parce que j'ai dit que ce n'était pas seulement à l'IEC, il y avait partout. Ok. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas l'apanage de l'IEC. L'enseignement avait connu des baisses à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, il y a restauration. Il y a donc, oui. Et bon, il y a de deux. À l'IEC, il y a un système qu'on appelle l'anonymat, qui lutte contre les antivaleurs. Les examens sont faits, composés et donnés en anonymat. Aucun professeur ne peut savoir les noms de l'étudiant pour qui il corrige la copie de l'examen. Ça, ce sont des avancées significatives. Parce que c'est la tête de l'étudiant qui fonctionne à ce moment-là. Si la tête est bien faite, il fait son examen, il n'a peur de rien. Et au niveau de l'académie, on va désanonymer, les professeurs ayant déjà corrigé, a remis les faits. Moi, personnellement, quand je corrige mes examens, je suis parmi les premières personnes qui déposent et je ne sais pas la feuille de qui. Même si j'avais un enfant à moi, biologique, qui était là, je ne peux pas savoir que c'est la feuille de mon enfant que j'ai corrigé. Enfin, vous connaîtrez son écriture. Bon, non, pas nécessairement. Bon, pas nécessairement. Bon, autre chose, l'amélioration des conditions de travail des étudiants. Et ça, vraiment, arrivez dans la bibliothèque de l'IEC, vous allez voir, il y a l'avancée significative. Et ça donne aux étudiants la possibilité de lire et de rédiger et faire les recherches. Bon, mais reconnaissons quand même que jusqu'à présent, il y a un peu plus de filles que de garçons. Oui, ça c'est exact. Vous avez vraiment l'information. À l'heure actuelle, il y a au moins 52% de filles et 48% des garçons. Pourquoi? Parce que 2 millions de femmes, parce qu'il y a plus de femmes que... Vous voyez même, faites un peu des statistiques. Dans les écoles, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est plus de filles. Est-ce que c'est parce que les filles naissent plus nombreuses que les garçons? Ça, je n'en sais pas. Alors, où avez-vous trouvé les moyens pour améliorer toutes ces conditions qui nous poussent aujourd'hui à parler en bien de l'IEC, de changer notre langage? Les moyens, c'est d'abord la tête. Je peux dire... La télévision numérique, aujourd'hui à Kinshasa, est considérée comme la chaîne des chaînes. Merci. Parce que là, c'est la précision dans l'information. Et c'est l'objectivité. Où on a trouvé les moyens. C'est la tête qui a fonctionné pour créer les moyens. À la tête de l'IEC, il y a un comité de gestion qui fonctionne bien et qui met la priorité d'abord à l'amélioration des conditions à l'IEC et surtout avec l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, que je salue en passant, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a 2-3 semaines, qui parle de l'enseignement supérieur, qui prend ça avec dévouement. Oh, là, j'ai aimé, franchement, là, j'ai aimé. Et quand il nous soutient, nous, à l'IEC, exceptionnellement, ça fait une fierté. Vraiment une fierté. 50 ans avec... on sort diplômé, d'abord on sortait gradué, et puis il y a eu la licence. Aujourd'hui,
Les masters aussi. Les masters. Oui. Et puis les doctorats bientôt. Mais en collaboration avec l'université de Kisangani. Parce que nous sommes un institut supérieur, technique. Nous allons travailler avec l'université de Liège et en collaboration avec l'université de Kisangani. Avez-vous déjà sorti des docteurs? Pas encore. Pas encore. Mais ils vont ailleurs. Oui. À l'IEC, c'est pour les années qui viennent. Alors, les moyens sont réunis pour une grande fête ou demandez-vous encore à ceux qui traînent encore à venir participer à la fête? Les moyens sont là, mais nous ne pouvons pas dire que c'est suffisant. C'est pourquoi nous lançons l'appel à tous les autres anciens de l'IEC, partout où ils se trouvent, que ceux qui hésitent encore, nous lançons un appel d'adhésion à la manifestation, à l'organisation que nous sommes en train de faire en ces 15 et 16 décembre 2017. Cette affaire concerne tous les anciens diplômés de l'IEC Kinshasa. Nous appelons anciens diplômés de l'IEC Kinshasa ceux qui ont obtenu leur diplôme de graduat à l'IEC, ceux qui ont obtenu leur diplôme de licence à l'IEC, ceux qui ont obtenu leur diplôme de master à l'IEC Kinshasa. Et ils sont nombreux, ils sont vraiment légion. Nous les invitons. Votre appel a été entendu. Un tout dernier mot peut-être? C'est de dire à tous les anciens que cette affaire vous concerne et remercier la télévision numérique. Merci, monsieur. Des mains de fer, des mains de maître, monsieur Kibambichito. Merci, monsieur Madoché. La publicité se fait toute seule, mais quand vous en rajoutez, on ne dit pas non. Merci quand même. Merci. Hors de nos frontières, nous allons nous séparer. Après cette information de nos frontières, les athlètes russes vont pouvoir participer aux Jeux olympiques d'hiver s'ils le souhaitent. C'est la décision prise ce mardi par le comité olympique russe. Moscou accepte donc la sanction collective imposée par les instances sportives internationales en raison des affaires de dopage, vous le savez. Mais les athlètes russes qui seront autorisés à concourir seront privés de leur drapeau et de leur hymne. Ce journal est terminé, un autre vous sera proposé demain à la même heure. Merci, continuez à suivre ce programme. À la fin du générique, bien entendu, vous aurez la revue de presse, à moins que le rédacteur en chef puisse me contredire. Non, il ne me contredit pas, vous aurez votre revue de presse. Bonsoir, à demain. Le projet de loi électorale révisé, actuellement en examen au Sénat, demeure au centre de toutes les passions. Illustration avec la marche lundi des députés de l'opposition qui ont battu le pavé avant de se signaler à la Chambre haute selon le mot de Forum des As. Le jour même où le ministre de l'Intérieur était sous le feu roulant des sénateurs. Ramazani Chadari est pourtant resté droit dans ses bottes, estimant que le choix du mode de scrutin a soulevé des réactions au sens divers, chacun réagissant selon ses propres intérêts, allant jusqu'à paraphraser feu le professeur Liaou d'heureuse mémoire à l'époque où il présidait la commission constitutionnelle de la Conférence nationale souveraine et qui avait soutenu à l'époque que le mode de scrutin ne doit pas faire l'objet de contestation. En plus, on ne doit pas le changer à tout bout de champ. Pour le vice-premier ministre donc, le projet respecte tous les critères. Il ne change pas le mode de scrutin. Quant au seuil de représentativité, il est destiné à réduire le nombre astronomique des partis politiques et des candidatures fantaisistes. Emmanuel Chadari s'est évertué
a démontré que le mode de scrutin de la proportionnelle en vigueur à ce jour apporte l'instabilité des institutions. L'avenir mentionne 3 risques majeurs qui pèseraient sur l'application du calendrier électoral publié le 5 novembre. Parmi les risques, l'apparente tergiversation des partenaires techniques et financiers quant à leur participation réelle au financement du processus. Car si, comme par le passé, ils continuent à multiplier des conditionnalités à leur soutien, pendant que le temps qui s'écoule ne se prête plus à des atermoiements, il ne fait aucun doute que leur attitude influera immanquablement sur le respect du calendrier. Vision prémonitoire car au même moment, Bruxelles annonce ou plutôt promet sa contribution à hauteur de 5 millions d'euros, mais sous condition justement. Réagissant au communiqué des 27 sur la RDC, la Belgique pose comme condition que Kinshasa donne des garanties à organiser des élections réellement crédibles, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne l'ouverture démocratique. En exigeant le respect de la date des élections et en maintenant les sanctions à l'encontre des 16 autorités congolaises, l'Union européenne vient d'enfoncer davantage le clou, note le vrai modérateur. Le maintien des sanctions fait également la une de la tempête des tropiques qui y consacre une analyse pleine page. Enfin, le courrier de Kinshasa relève l'optimisme de certains experts quant à la réussite du One Planet Summit ouvert ce mardi dans la capitale française. Un autre sommet sur le climat destiné à mieux cerner les mécanismes de financement de l'accord conclu à Paris à l'issue de la COP 21 en 2015.